Salut à tous, bienvenue sur ce 5e podcast Dynamic Step. Aujourd'hui, j'accueille Paul, ostéopathe. Ça va Paul? Ça va et toi Pauline? Super. Qui a fait un mémoire sur l'impact du cycle menstruel et les variations hormonales chez les sportifs. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Donc tout d'abord, qu'est-ce que tu fais en tant qu'ostéopathe? Alors moi, mon métier, du coup, normalement, c'est de la prévention. Je fais beaucoup de prévention. Ça, c'est la théorie. En pratique, je fais beaucoup d'interventions. Du coup, les gens viennent bloquer. Ok. Donc mon métier, en fait, c'est de trouver les points de blocage et justement de redonner de la mobilité au corps pour qu'il puisse retrouver en fait une harmonie, son harmonie à lui. Parce que chaque corps est différent, chaque patient a ses contraintes. Et du coup, en fonction du motif de consultation du jour, c'est de prendre le patient tel quel un jour J, de regarder les zones qui peuvent être intéressantes à travailler en fonction de ce qu'il me dit, en fonction de ses contraintes du jour, de m'adapter pour travailler les quelques points clés, et après de laisser le corps faire le reste, parce que c'est une magnifique machine, et du coup, à lui de faire son boulot après. À lui de vivre sa vie. Exactement. Ok. Et quand tu parles de blocage, tu parles autant musculaire, articulaire, ça va? Alors, ils peuvent être de plein de types différents, comme tu dis. Du coup, ça peut être articulaire. Donc, généralement, une libération d'un blocage articulaire, c'est ce qui fait le petit crack que dont les gens parlent. Ce crack-là, c'est pas l'os qui craque, c'est vraiment l'articulation, c'est une libération d'une bulle de gaz. Voilà, donc on peut avoir aussi des tensions musculaires, donc que ce soit des contractures, des crampes ou des choses comme ça à travailler. Ça peut être aussi du tissulaire, ça peut être du viscéral, du crânien. Enfin voilà, le champ des techniques et des blocages est assez vaste. Ouais. Et du coup, c'est ça qui fait la beauté de mon métier, c'est vraiment de trouver les points clés et vraiment le tissu clé un jour J pour un patient. Qu'il faut décoincer pour Exactement. aller mieux. Que ça doit être une chaîne aussi. S'il y en a un qui est bloqué quelque part, ça doit entraîner d'autres blessures. Donc, Exactement, on a des fois des patients qui a un événement un jour J, et puis après ça entraîne un autre événement, un autre événement, un autre événement, et du coup il va venir avec le dernier événement, sauf que nous, celui qui va être le plus intéressant, ça va être de trouver le premier qui a été la cause de tous les suivants, pour justement en enlevant le premier, faire en sorte que les autres du coup disparaissent naturellement. Et donc une personne, il y a une certaine récurrence quand on vient te voir, je sais pas moi, c'est tous les 6 mois, ou alors il y a une personne qui a des grosses problématiques et du coup, peut-être y avoir, elle, tu vas lui dire peut-être je vais te voir 3 fois pendant une fois chaque mois pour peut-être résoudre un problème ou pas forcément? Alors c'est une question que beaucoup de patients posent, c'est une question que je déteste personnellement pour une raison très simple, c'est que voilà, chaque patient en fait est différent. Et du coup, il faut s'adapter en fonction de lui. Moi, je connais le corps en globalité, voilà, son fonctionnement et tout, mais le patient, c'est lui qui connaît le mieux son corps. Donc, c'est à lui, en fonction de ses contraintes, de se dire ah, effectivement, là, ça bloque un petit peu, ça me gêne, mais je peux encore vivre avec, c'est encore supportable. Voilà, je peux laisser venir. Et à partir d'un moment, il va se dire ah, ça bloque, et là, justement, j'ai du mal un petit peu à le vivre. Je vais aller faire un petit bilan, un petit check-up pour cette plainte avant justement que d'être totalement bloqué, que ce soit en haut, en bas, enfin n'importe où. C'est vraiment venir avant la grosse catastrophe, le Ouais, gros en blocage. prévention, comme ce que tu Exactement. disais. Donc après, on a une petite douleur qui est un peu récurrente, c'est dans ces moments-là où on Donc ça peut on être peut venir te voir. intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est les bilans de pré-rentrée pour Ouais. pour les sportifs. Justement, c'est avant le début de la saison, faire un petit check-up, histoire de voilà, travailler 2-3 points qui peuvent être faibles ou qui peuvent être intéressants pour éviter justement les blessures tout au début de saison. Ok. Et en parlant du coup des sportifs, on va revenir un peu sur ton sujet. Donc pourquoi d'ailleurs ce sujet qui est peu connu, qui n'est pas trop abordé, je pense? Ouais, c'est un sujet moi, que j'ai trouvé en fait quand j'étais étudiant pendant la Coupe du Monde 2019 de foot. En Ok. fait, la médecin du coup, de l'équipe des États-Unis de foot féminin en fait, est spécialisée là-dedans. Et j'ai vu pas mal d'articles sortir là-dessus. Du coup, je me suis dit, ah, ça peut être un sujet éventuellement très intéressant à traiter, assez novateur, où il y a encore beaucoup de recherches à faire, beaucoup d'informations à prendre et à glaner à droite, à gauche. Ouais. Du coup, j'avais gardé dans un coin de ma tête, et au moment de choisir, du coup, je me suis dit, c'est ça que je vais faire, parce que justement, je pourrais avoir un apport un petit peu plus important et ça apporter ma pierre à l'édifice du sport féminin en France et dans sa globalité. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, le sport féminin, c'était vraiment le sport masculin qu'on transposait sur le sport féminin, Ouais. alors que au niveau physiologique ou autre, il y a vraiment des vraies différences entre les deux. Et il fallait justement avoir ce changement, vraiment oublier le modèle masculin et étudier vraiment le modèle féminin en lui-même, avec ses contraintes, ses avantages, ses inconvénients, enfin voilà, toute sa spécificité entière, et ce sujet en fait partie. Ouais, pour proposer vraiment un programme bien plus adapté Exactement. aux femmes et pas faire un programme aux femmes qui correspond au programme des hommes. Exactement, parce que, pour reprendre l'exemple de l'équipe des États-Unis de foot,
l'équipe était divisée en 4 groupes en fonction des phases du cycle. Donc, il y D'accord. avait des entraînements collectifs où voilà, elles jouaient ensemble, mais les entraînements généralement de préparation physique et de récupération étaient vraiment individualisés en 4 groupes en fonction de la phase du cycle dans laquelle elles se trouvaient, pour justement bien individualiser, enfin du coup individualiser pour le groupe en fonction de la phase dans laquelle il était, de bien faire en sorte voilà, que ce groupe ait accès aux bonnes ressources au bon moment. D'accord. Et du coup, concrètement, c'est quoi les impacts en fait, du cycle menstruel Alors on peut chez commencer les par sportifs? parler de tout ce qui est des blessures. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup d'études qui sont en cours, qui ont été en cours. Il y a beaucoup de contradictions, énormément sur un point T, enfin vraiment à un temps donné. On prend les études d'il y a 10 ans, elles sont plus du tout valables aujourd'hui. Il y a beaucoup de biais dans ces études d'ailleurs, que ce soit des chercheurs qui eux s'impliquent, soit pas du tout, soit beaucoup trop, donc qui peuvent avoir des points de vue justement trop orientés. Mais voilà, on a surtout les blessures, on a les blessures du ligament croisé antéro-externe qui sont vraiment étudiées, Ok. du coup avec des blessures beaucoup plus fréquentes en phase folliculaire. Donc c'est-à-dire si on prend un cycle entre guillemets qu'on va appeler classique de 28 jours, ça va être entre le J5 et le J14. D'accord. Entre ces 2 jours-là, c'est vraiment là où les impacts sont les plus présents sur les blessures. Il y a plus de risques d'avoir une blessure. Il y a plus de risques de blessure sur ces moments-là. Donc voilà, après, c'est le consensus qui est en train d'émerger vraiment à ce niveau-là. Toutes les recherches montrent que ce point-là est le point clé. Il y en a d'autres qui indiquent d'autres moments, mais c'est assez pas isolé. Encore. Voilà, comme certaines études ont essayé de trouver les jours vraiment clés où on pouvait se blesser. Donc ça ressortait que c'était le J7 et J8 où on se blessait le plus souvent. Je suis pas sûr qu'on puisse encore exploiter ces données vraiment. C'est trop récent là encore pour être une certitude. Et c'est surtout trop esselé pour pouvoir vraiment voilà, partir de cet article pour en faire une généralité. Attendre peut-être voilà, d'autres recherches pour vraiment pouvoir croiser les ressources. Et justement, on va pouvoir dire, ah bah, effectivement, là, on a assez de matière pour dire tout le temps, ça c'est bon, c'est validé, et on peut en faire quelque chose. On a aussi une étude sur les blessures musculaires et tendineuses qui est beaucoup plus récente, qui a été faite en lien avec du coup l'OL, l'équipe féminine de l'OL. Ça a été fait sur 2 ans. Cette étude elle est sortie en juin 2021, il me semble. D'accord, ouais, donc c'est très récent. Ouais, c'est assez récent. Et voilà, qui montrait en fait que les blessures tendineuses et musculaires, donc les blessures musculaires étaient vraiment aussi en phase folliculaire, mais les blessures tendineuses étaient en phase folliculaire et lutéale. Donc la phase lutéale, c'est la phase après la phase folliculaire, donc après l'ovulation, parce que l'ovulation se fait à peu près au J14, sur un cycle entre guillemets qu'on a normé au début, elle se fait sur un J14. Et du coup, cette phase lutéale, c'est vraiment de J15 à J23, 24. D'accord. Voilà, et c'est vraiment dans ces moments-là où on peut avoir des blessures au niveau tendineux. D'accord, donc ça fait quand même finalement entre les 2 phases, ça fait quand même une assez grosse phase. Ça fait 3/4 du cycle menstruel, parce qu'on prend du coup de J5 à J24 sur 28. Donc ça fait, Et est-ce que ça va dépendre selon les sports? Est-ce que certains sports vont entraîner plus de risques d'avoir ces blessures avec, chez les femmes, je veux dire, toujours pareil? Chaque sport a ses spécificités, c'est ça qui est très intéressant. Du coup, effectivement, sport collectif, sport individuel, ça peut être intéressant de cibler. La majorité des recherches pour l'instant ont été faites dans le monde du foot et du basket. Parce que c'est là où il y a le plus d'argent, donc c'est là où l'impact de la recherche aura le plus grand intérêt. Donc c'est vrai que pour l'instant les données qu'on a qui ressortent sont à ce niveau-là. Après on peut essayer de transposer sur d'autres sports. Par exemple au niveau des appuis pour le ligament croisé antéro-externe, c'est vrai que basket, handball, ça peut être assez similaire. Et les modes de fonctionnement sont assez similaires, donc on peut transposer. Sur les sports individuels, c'est vrai qu'on peut plus cibler et interpréter voilà, les informations qu'on a pour l'instant et essayer justement voilà, d'émettre des hypothèses qui vont être à vérifier du coup, dans les années à venir. Oui, peut-être que c'est aussi plus facile d'adapter un programme à un seul athlète plutôt qu'à une équipe de basket. Ils sont quand même bien plus nombreuses. C'est sûr que pour un sportif individuel, prenons voilà, un sport individuel un petit peu plus artistique, un petit peu plus vraiment centré. On parlait de gymnastique tout à l'heure. Voilà, la gymnastique, c'est quelque chose où c'est une athlète avec elle-même, avec son staff. C'est sûr que c'est plus simple d'organiser un programme pour une athlète que pour une équipe de foot où elles sont 25, 30. Voilà, où là, effectivement, il y a 25-30 personnes à gérer avec généralement un préparateur physique, voire 2, et ils doivent caser ça en 4 groupes. Donc, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué au niveau organisation, au niveau gestion, alors que quand on a une seule athlète, c'est un suivi, point, et on laisse découler et on suit l'athlète tout au long. Ok. Et toi, du coup, tu as travaillé avec certains sports, tu as déjà testé un petit peu Beaucoup le basket. Ouais. Pour parler avec les expériences que j'ai dans le basket féminin, plus ou moins haut niveau. J'ai eu beaucoup aussi des témoignages de sportives avec lesquels j'ai pu discuter qui me disaient effectivement que c'est
pas encore bien connu par les staffs, mais par contre, elles sont bien au courant qu'en fonction du cycle, enfin, de la phase dans laquelle elles sont, ça influence leur capacité physique, mais aussi beaucoup leur mentalité, leur Ouais. psyché, vraiment comment elles se sentent. Voilà, ça a un gros rôle. Et on connaît très bien le lien entre le psyché et le corps. Donc voilà, les sportifs sont au courant et les staffs moins. On a surtout les staffs techniques Mm. qui sont souvent déjà des hommes, mais surtout des hommes d'un âge plus ou moins avancé. Et le problème, c'est qu'ils ont été éduqués avec une manière qui ne prenait pas du tout en compte en fait, ces Mm. spécificités-là. Et c'est très difficile pour eux en fait, d'intégrer Ouais. ces nouveautés de fonctionnement dans leur fonctionnement qui est un petit peu plus ancien. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, beaucoup de travail d'explication, de compréhension, que ce soit déjà du coup, voilà, comme je te disais, au niveau des staffs, même les staffs médicaux ou les staffs techniques, préparateurs physiques ne sont pas encore forcément au courant. Mais ça a tendance à changer, il y a de plus en plus de personnes qui se renseignent. Moi, les clubs avec lesquels je suis en contact, vraiment, ils sont intéressés et ils y trouvent un intérêt. Ouais. Effectivement, au début, au niveau de la gestion, se dire là, il faut organiser comme ça, c'est compliqué à organiser. Il y a le club de foot de Chelsea, il me semble, qui a mis en place justement ça. Ça a mis 2-3 saisons à se mettre en marche. Mais là, on voit que les résultats commencent vraiment à venir parce qu'ils ont vraiment tout cadré. Ils arrivent à gérer leur fonctionnement et voilà, les résultats commencent à arriver. C'est vrai que pour le moment, c'est qu'avec le haut niveau parce qu'ils ont peut-être l'argent et ils prennent le temps de le faire, mais finalement, ça reste peut-être aussi tabou pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que ça doit être plus dur d'en parler pour tout ce qui est sport amateur où il y a moins de staff, qui font moins aussi de ce côté de recherche pour savoir comment on peut améliorer la performance physique et mentale chez nos joueuses. Mais c'est vrai que ce serait presque un rôle de prévention qu'il faudrait faire, de venir s'intéresser à ça et justement pousser un peu la recherche là-dessus, parce que je pense que ça pourrait presque révolutionner un petit peu le sport féminin. Bien sûr, le monde amateur, effectivement, là ça va être plus un problème du coup de communication. À grande échelle, c'est vrai que le sport professionnel commence à être un petit peu au courant de ces faits-là, mais même en semi-pro, voire amateur, des milieux que je connais aussi, alors là c'est totalement inexistant, on n'a absolument aucune information. Et du coup, c'est vrai qu'on sort des fois même la compréhension des sportifs qui ne sont pas au courant de ces données et ne sont pas forcément même réceptifs aux informations. Donc ça, après, voilà, c'est tout un travail à faire, mais on va dans le bon sens. Ouais, Sincèrement, ça avance doucement, mais ça avance. Exactement, doucement mais sûrement. Il y a une vraie évolution qui se fait. À voir voilà, dans les années à venir, dans 5-10 ans, voilà, avec les prochaines échéances, que ce soit Jeux Olympiques, Coupe du Monde, enfin, voilà, où on peut avoir, je pense, des progrès vraiment au fur et à mesure, et de plus en plus d'argent, et du coup, ce qui veut dire de plus en plus de recherche, et du coup, de plus en plus d'informations, et du coup, d'adaptation de la part des staffs. Ouais, donc là, tu as lancé une opportunité pour beaucoup de personnes qui veulent faire de la recherche sur ce sujet. Il y a de quoi faire. Voilà, si vous êtes chercheur et que ce sujet peut vous intéresser, il y a du boulot, il y a des gens qui sont intéressés, donc il ne faut pas hésiter. Bon. Voilà. Super, on lance le message. Et qu'est-ce que tu as trouvé finalement comme solution pour pas contrer, mais pour un petit peu minimiser les risques chez les sportifs dans ces phases qui sont plus à risque pour elles? Ouais, on a tout en fait un système d'adaptation de la vie quotidienne. Donc on a toute une alimentation adaptée. Ouais. On a une phase de récupération, des phases de sommeil. On a vraiment voilà, plusieurs points clés qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on va dire que la phase de menstruation, du coup la J1 à J4, J5, c'est là où vraiment voilà, la phase de règle. On a une perte du coup de sang et du coup on a une perte de fer et du coup généralement on a une diminution du fer dans le corps. Et le fer il sert au transport de l'oxygène, il y a beaucoup de fonctions dans le corps humain. Et du coup l'objectif ça va être de compenser ce manque, du coup en compensant avec de la nourriture, donc généralement riche en fer, donc ça peut être viande, poisson, enfin voilà, qui sont là pour citer les sources animales, qui sont vraiment intéressantes, et pour améliorer l'absorption du fer, compenser avec de la vitamine C, cassis, kiwi, enfin des choses comme ça qui permettent, en fait, on a le fer qui est présent, et on a en plus une molécule qui permet de l'assimiler correctement. D'accord. Et en plus de l'assimilation qui est correcte avec ces aliments, éviter tout ce qui est café, thé, cacao, vin rouge, en fait, qui eux justement empêchent l'absorption. Donc ça va être lutter contre des habitudes des fois qui sont prises. Et voilà, à ce niveau-là, on pourrait justement régler tout le problème d'anémie du corps et du coup voilà, de permettre d'avoir une meilleure gestion à ce niveau-là. On va avoir aussi la préparation physique, là, qui est plus ton domaine, qui peut être intéressante à travailler en phase du coup, de menstruation. C'est vrai que les recherches montrent pour l'instant que du HIIT ou du travail de force sont beaucoup plus intéressants dans cette phase-là, au niveau du recrudescence des fibres, vraiment pendant l'effort. Ce qui peut être mis en comparaison avec la phase du coup lutéale, la phase numéro 3, J15, J23, où vraiment c'est une phase de souplesse qui est plus intéressante, où on a vraiment un meilleur gain de souplesse.
sachant qu'aussi que cette phase du lutéal du coup est un complément, permet de solidifier les acquis de la phase folliculaire juste avant. Donc c'est tout un cheminement à faire au niveau intellectuel. Ouais, mais c'est très intéressant dans la planification aussi, dans mon métier de préparatrice physique, de justement chercher à savoir quelles sont les périodes où ça peut être amélioré, où ça peut être travaillé, sans justement augmenter les risques des sportifs. C'est vrai que c'est... Sachant qu'il y a aussi cette phase de récupération qui va être très importante, surtout du coup en phase menstruelle. Les temps de récupération doivent être plus importants pour justement permettre au corps d'assimiler les exercices. On a aussi la phase d'échauffement qui va être essentielle, c'est-à-dire en phase du coup folliculaire, donc la phase où on a le plus grand risque de blessure. Ça va être vraiment intéressant d'avoir un échauffement poussé, surtout pour les sports à appui vif, appui rapide, changement de direction. Ce que tu disais, les sports collectifs. Exactement, là où on va avoir beaucoup. C'est vraiment de faire un gros échauffement pour vraiment réveiller toute la structure musculaire et éviter justement ce problème aux ligaments croisés ou ces problèmes musculaires ou tendineux. C'est vraiment là, on a tout un impact à avoir à ce niveau-là, qui va être réellement intéressant. Et bien évidemment aussi adapter le sommeil en fonction des phases qui sont inflammatoires ou non, réguler le sommeil pour essayer justement d'avoir une bonne récupération, pour avoir une bonne reconstitution des fibres et du coup permettre à la sportive d'optimiser un maximum ses performances d'entraînement qui vont du coup se transcrire sur le terrain. D'accord. Et en plus de ça, je pense qu'il y a un côté mental aussi qui peut jouer, parce que fatigue musculaire, mais peut-être aussi fatigue mentale. Je sais qu'on a des périodes où on est un peu plus accro, donc quand on est dans le staff, je pense qu'il faut prendre aussi ça en compte et qu'il faut l'adapter. Toujours, bien sûr. Surtout c'est en phase menstruation où il y a un petit peu plus généralement un down au niveau de l'humeur. Vraiment, c'est plus compliqué, une irritabilité, des signes qui ont été éprouvés au niveau scientifique, qui sont à prendre en compte. Alors que c'est vrai que la phase folliculaire, c'est un petit peu plus, on appelle ça une phase d'euphorie. Vraiment, tout va bien, tout est beau et on avance. Voilà, c'est à prendre en compte, à ajuster en fonction. Mais oui, effectivement, de toute façon, le lien mental et physique est à prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est très... Comme ça en fonction des hormones, ça fluctue énormément, donc il faut s'adapter à ce niveau-là. C'est là où ça va être intéressant, justement. Ouais, c'est un challenge d'entraîner finalement des filles. Toujours. C'est très différent. C'est pas la même ambiance au sein des groupes que les hommes. Mais voilà, c'est quelque chose personnellement que j'affectionne énormément parce que c'est là où on a, comme tu dis, un encadrement qui est différent. Et surtout, c'est pas du tout elles sont pas du tout réceptives de la même façon. Je trouve, des échos que j'ai pu avoir, j'ai trouvé les sportives plus réceptives que les sportifs que j'ai pu avoir. Après, ça ne veut pas dire que tous les sportifs ne sont pas réceptifs. Et les chaque personne est différente. C'est très adaptatif. Mais c'est vrai que pour l'instant, des expériences que j'ai eues, les sportifs ont été plus à l'écoute et plus à même sur ce sujet particulièrement qui concerne les femmes. Vraiment, elles étaient demandeuses d'informations, demandeuses de conseils. Et oui, parce qu'on n'en parle pas du tout. Moi qui étais un peu sportive, c'est vrai que jamais on en a parlé. On a ce que nos parents peuvent nous dire, mais finalement... quand on pouvait dire là c'est ma mauvaise période, c'est pas grave, va courir, tu continues. Et en fait, pour eux, comme ce que tu disais un petit peu, on gardait la méthode des garçons, ils ne comprenaient pas forcément qu'est-ce qu'on pouvait ressentir au niveau douleur, au niveau même humeur. Et c'est vrai que je pense que ce que tu disais, ça va être un peu révolutionnaire pour le sport féminin de prendre le temps de bien se consacrer là-dessus. Après, c'est vrai que je pense que ce ne sera pas facile parce que dans les équipes, il faut du monde, il faut du temps, il faut que les filles aussi arrivent à s'ouvrir, à en parler. Et c'est vrai que des fois, d'une fille d'en parler à un homme, de dire là, c'est ma période de règles, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'en parler. Donc, mais ouais, c'est un des principaux biais, je pense, que j'ai en tant qu'homme auprès des femmes. C'est compliqué, même si c'est vrai qu'on a j'ai le côté scientifique, j'ai les informations, j'ai pas le vécu, j'ai pas le ressenti. C'est vrai que par rapport à certaines de mes collègues, je pense, j'ai du coup ce biais-là où je suis peut-être moins légitime au niveau ressenti physique, ce que je peux entendre tout à fait. Après, le travail va surtout être intéressant au niveau pour moi, dans ma vision des choses, sur la formation. C'est-à-dire que si pendant les formations, au centre de formation, tout ça, les informations sont déjà données, en fait, les sportives sont habituées à ça. Et une fois qu'elles sont habituées, elles vont continuer ces habitudes sur le monde professionnel. Complètement. Donc ça serait vraiment à ce niveau-là où ça pourrait être intéressant pour en fait prendre les habitudes jeunes. Pour qu'en fait, une fois adulte, elles soient se connaître habituées. Et dire ce qu'il leur faut. Exactement, elles se connaissent et du coup, elles sont capables de s'adapter en fonction de ce qu'elles ressentent parce que justement, elles ont les connaissances nécessaires. Ouais, donc ça, dès le plus jeune âge, il faudrait... Comme un peu tout maintenant, on apprend tout quand on est jeune et après, il faut l'entretenir et l'améliorer un petit peu. C'est un circuit qui est déjà mis en place, donc c'est infiltré.
infiltrer l'information dans le circuit pour faire en sorte que ça roule. Ouais, du coup, mobiliser, faire la prévention auprès des joueuses, mais aussi du coup ce que tu disais un peu tout le staff, hein, parce que finalement on est surtout dans le niveau, on est quand même nombreux entre les préparateurs physiques, ostéopathes, kinés, entraîneurs, mais aussi tout ce qui est mental, psychologue, préparateur mental. C'est vrai qu'il faut réussir à se coordonner et prendre le temps d'apporter les besoins qu'il leur faut pour pouvoir performer le jour des concours et même toute l'année, quoi. Éviter les blessures. Ça va prendre du temps, voilà, surtout pour cette coordination dans les staffs, ça va prendre du temps. Et surtout la communication staff-joueur. Ouais. Mais une fois que les gens vont avoir l'habitude, je pense que vraiment ça va être un vrai plus pour le sport féminin. Et on va avoir, je pense, des performances qui vont être décuplées parce que justement, bien adaptées, bien ciblées. Les États-Unis, championnes du monde en 2019. C'est que ça peut marcher, quoi. Ça peut être intéressant. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui peut être intéressant à cibler pour le futur, même dès maintenant. Et puis, du coup, c'est un investissement sur le long terme. Il y a des moyens aujourd'hui où justement on peut peut-être aider, s'il y a des entraîneurs, préparateurs, un staff qui nous écoute là pour aider un petit peu des joueuses. Bien sûr. Il y a une application du coup développée par la médecin de l'équipe des États-Unis qui s'appelle le FITR Woman, c'est F-I-T-R et Woman. Et en fait, c'est vraiment tout ce qui a été dit là est un petit peu plus poussé. C'est vraiment c'est de l'information précise scientifique avec aussi du coup des référencements des derniers articles, des dernières infos. Et c'est vrai qu'à feuilleter entre guillemets une fois par semaine pour voir s'il y a des nouveautés, des choses comme ça adaptées, ça peut être très intéressant vraiment à exploiter. Pour un staff et pour les sportives. D'accord, c'est facilement utilisable. Je ne la connaissais pas cette application. Gratuite sur Android et je pense à iOS aussi. Mais vraiment, voilà, c'est téléchargeable, pas super gros. L'application n'est pas très très grosse du tout et puis toutes les informations sont dedans. Bon, à tester. Et toi, en tant qu'ostéopathe, qu'est-ce que tu peux faire pour un peu aider les sportives, peut-être minimiser leurs risques On peut avoir un impact qui n'est pas encore très connu. On peut avoir surtout un impact au niveau de la phase ovulatoire, du coup juste avant l'ovulation. On travaille en phase folliculaire. Généralement en phase d'ovulation, il y a des douleurs qui peuvent être pelviennes, lombaires. En fait, nous, on peut avoir vraiment un vrai impact au niveau, on travaille au niveau gynéco en externe. On peut avoir vraiment un impact soit sur les ovaires, soit sur les environnements, l'utérus, sur toute cette globalité, on peut vraiment essayer d'apporter du confort et éviter justement tous ces symptômes ovulatoires. Comme on peut aussi travailler sur tout ce qui est syndrome prémenstruel, où on peut avoir une vraie dynamique justement en pré-cycle, en pré-renouvellement de cycle, du coup dans les J24, 25, 26, avant la menstruation, pour vraiment essayer un travail surtout au niveau crânien, qui va être très intéressant pour justement travailler d'hormones, parce que le cycle menstruel c'est qu'une variation hormonale, et du coup un travail au niveau crânien avec là où il y a l'hypothalamus, l'hypophyse, pour avoir vraiment tout un impact à ce niveau-là, pour essayer justement de faire en sorte que le cycle s'harmonise. Merci Paul d'avoir participé à ce podcast, c'était très intéressant et j'espère que des personnes vont poursuivre un peu tes recherches et que ça pourra aider les sportifs d'aujourd'hui et de demain. Avec plaisir, et puis oui, j'espère effectivement qu'il y aura des poursuivants de l'information, et puis moi de mon côté aussi je vais continuer à m'informer, à me tenir au courant pour être le plus performant possible auprès des sportives qui sont demandeuses d'informations ou de soins. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast.